Le travail a toujours évolué, donc si on se prolonge en tout cas dans la sociologie du travail, de l'OST, l'Organisation scientifique du travail, jusqu'aux théories de Elton Mayo avec la Western Electric et jusqu'aux analyses stratégiques de Creuset jusqu'à aujourd'hui, le travail n'a pas cessé d'évoluer. Parce que le travail évolue en fonction de l'évolution des modes de vie de la société. Tout à l'heure, tu as parlé du télétravail donc, qui nous est arrivé à partir de 2019, mais on oublie très vite que dans le monde anglo-saxon, donc, il y avait déjà ce qu'on appelle l'entreprise libérée. Donc si vous allez au Canada ou dans les pays anglo-saxons, ils étaient déjà en avance en tout cas et ça faisait partie de leur stratégie de laisser la liberté aux salariés de pouvoir s'organiser comme ils le souhaitent tout en restant productifs. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici au boy Habib Sal, bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. C'est avec un grand honneur que je reçois aujourd'hui mon cher Abdou Naou, directeur des pôles ingénierie et Belgique dans une entreprise de la place. Abdou, bienvenue au cercle. Merci beaucoup, M. Sal. Salam alaikum. Merci beaucoup pour cette invitation. J'espère être à votre disposition pour que l'ensemble de notre discussion pourra être bénéfique à toute la communauté. En tout cas, merci beaucoup. Je tiens à vous remercier de votre présence. C'est un grand honneur. Ça fait quelques moments qu'on essaye de l'organiser. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir sur le Cercle d'Influence Podcast. Pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre enfance? Quels sont les principes ou les valeurs que vos parents vous ont inculqués? Après, on va entrer dans le vif du sujet par rapport à votre parcours professionnel, académique et qu'est-ce que vous faites et comment vous accompagnez aussi les ingénieurs ou pas mal de personnes dans leur emploi ou le business development, ainsi de suite. Très bien. C'est toujours cet exercice assez difficile qu'on demande à un être qu'on invite de parler de son enfance et le pousser en tout cas à l'épuiser dans son histoire et de sélectionner peut-être quelques éléments qui vont être bénéfiques à la communauté. J'ai connu une enfance comme presque une grande partie des jeunes Sénégalais, avec peut-être une spécialité qui est plutôt très villageois en tout cas. J'ai grandi en tout cas dans un village qui s'appelle Dar Wahab, qui est à 20 km de Touba, parce que mon père y était en tout cas en tant que responsable du poste de santé là-bas depuis 82. Donc moi et l'ensemble de mes frères et sœurs, donc on a grandi dans ce village-là. Quand je parle de village, ce n'est pas les villages qu'on connaît actuellement. C'est un village qui manquait de tout. Donc à part une voiture qui quittait le matin pour aller à Touba et qu'on voyait peut-être vers 17 heures. Pas d'électricité, on avait poste de santé eau potable et donc une route goudronnée qui s'arrêtait à Dar Wahab. L'enfance, comme tous les Sénégalais, donc entre l'école coranique, le Dara Tarbi au début, et par la suite, donc, l'école française que j'ai rejoint, en tout cas, comme presque une grande partie des Sénégalais, en tout cas. Par rapport à qu'est-ce qui m'a plus marqué, quelles sont les valeurs, en tout cas, comme vous le savez, donc quand votre père est le seul fonctionnaire du village et que vous avez presque tout et les autres n'ont presque entre guillemets rien. Quand je parle de tout, c'est tout ce qui est commodité actuellement. Nous avions eu la chance d'avoir un père qui faisait tout pour nous faire plaisir. On a eu les premiers ordinateurs quand les ordinateurs sont arrivés au Sénégal. Malgré le fait que nous n'avions pas eu d'électricité, il avait tout. On avait des groupes électrogènes. Par la suite, on avait aussi un système de panneaux solaires avec des onduleurs qui nous permettait en tout cas le soir de suivre l'ensemble des programmes télé et donc qui était le théâtre
qui accueillait l'ensemble des villageois. Je me rappelle toujours, en tout cas, les mardis, avec les téléfilms ou sinon les télévariétés de samedi. Et malgré l'ensemble, en tout cas, de ces biens que nous avions, Ouais. mon père nous imposait en tout cas d'être modeste. Et donc, je pense que ça reste aujourd'hui, au-delà en tout cas du travail acharné qu'il nous imposait, que ce soit à l'école ou dans la vie courante. Ce sont des valeurs en tout cas qui me guident encore une fois. C'est-à-dire que même si vous avez tout dans votre vie, vous ne devez pas l'utiliser comme une arme contre les autres. Vous devez plutôt en tout cas l'utiliser pour vous permettre en tout cas d'être humainement sociable. Et le travail, donc j'alliais à la fois les cours à l'école primaire et donc l'ensemble des travaux champêtres, les activités domestiques, de l'élevage et autres. Ce qui fait aujourd'hui, je reste encore, malgré la distance qui me sépare, je reste encore un producteur en tout cas de poulet de chair et de tout autre type de viande. Ah ouais, c'est super, c'est super. Vous avez parlé d'être passé à l'école coranique. Moi aussi, je pense que on partage ce même parcours-là. Mais quand est-ce que vous avez rejoint l'école française? Parce que parfois, en fait, bon, comme au Sénégal, pour les gens qui nous écoutent, d'habitude, on commence d'abord par avoir l'éducation religieuse et islamique avant d'entamer l'éducation française. Et du coup, parfois, pour certaines personnes, ça peut leur prendre, toi, jusqu'à 5 ans, même 6 ans pour réciter le Coran et de démarrer leur parcours académique français. Pour d'autres, ça peut même prendre plus. Et sur le long terme, ça peut ça peut causer un retard sur votre parcours académique. C'est pour ça que parfois, c'est pas rare de voir chez nous des gens qui obtiennent leur bac à l'âge de 23 ou 22 ou qui ont ce retard-là, quoi, parce qu'ils ont dû démarrer par l'école islamique. Donc, du coup, est-ce que vous avez senti ce retard-là ou est-ce que tout s'est bien passé, vous avez pu intégrer, sauter des classes et puis obtenir votre bac et aller à l'université et faire votre parcours académique sans retard ni empêchement? Oui, je pense que j'ai accusé, je peux dire, une année de retard, mais c'est une année que j'ai pu rattraper parce qu'en fait, le parcours académique, si vous êtes assidu et que vous arrivez en tout cas à vous hisser parmi les meilleurs, vous n'avez pas eu de retard. Donc le retard, c'est par rapport à quel départ? C'est une question philosophique. Si c'est par rapport à d'autres personnes qui ont fait le réveil pour quitter à 6 heures et que vous avez fait le choix de quitter à 8 heures, vous n'avez pas de retard, c'est votre choix. Et que donc, l'éducation islamique donc, a été un choix en tout cas pour mon père, malgré le fait que c'était un fonctionnaire, donc un brillant fonctionnaire, un vaillant fonctionnaire, je le rends toujours hommage en tout cas. C'était ce passage obligatoire en tout cas pour nous les hommes d'y aller et d'y rester le maximum possible jusqu'à peut-être que tu puisses en tout cas avoir les bons débuts pour pouvoir démarrer. Ce que ça nous a permis aussi, en tout cas moi personnellement, c'est une fois que j'ai démarré, bah, j'ai embrayé. Dieu merci, j'ai jamais redoublé de classe. Et en tout cas, ça me permet aussi d'être parmi les meilleurs, si je peux dire ça. Donc le retard aujourd'hui, on peut l'avoir même à l'université. Il s'agit qu'on redouble. Nous qui sommes venus ici en France, via Campus France, nous avons accusé du retard parce que nous avions déjà eu notre maîtrise au Sénégal et par la suite, on vient ici pour reprendre une année parce que, en tout cas, il y a un chevauchement entre l'année académique française et l'année académique sénégalaise, ce qui fait que il y a ce retard-là que je sens aujourd'hui, que je n'avais pas senti en tout cas quand j'ai intégré mes débuts l'école primaire. Ouais, la raison pour laquelle je pose cette question, parce que comme vous connaissez, hein, on est tous les deux des mourides et comme vous disiez, le passage à l'école coranique, c'est pas un choix, c'est une obligation en quelque sorte chez nous. Donc moi aussi, j'ai fait l'école coranique et je pense que j'ai terminé en 2002 à l'âge de 10 ans. Bon, j'ai resté le Coran à l'âge de 10 ans et c'est en ce moment-là que j'ai intégré l'école française. Donc j'avais à peu près 4 ans de retard par rapport à mes confrères de génération. Et après, bon, j'ai fait quelques classes, j'ai sauté jusqu'en 2007.
2007, je suis allé en Égypte. C'est là-bas où j'ai fait mon parcours secondaire. J'ai pu aussi sauter des classes. Donc, j'ai eu la chance d'avoir mon bac, en tout cas à l'âge de 18 ans, comme les autres. Mais je sais que j'ai pas mal de cousins ou des membres de famille qui ont... Après moi, j'ai été chanceux parce que j'ai fait 2 ans, 3 ans pour rester le coin. Alors que pour mes cousins-là dont je parle, je pense qu'ils ont fait presque 6 ans. Et là, ils ont dû arrêter leur parcours académique français pour, par exemple, faire des formations techniques pour essayer de se rattraper, quoi. Mais après, c'est ton choix. Chez nous, c'est pas un choix, c'est une obligation. Mais sur le long terme, en tout cas, dans notre famille, il y a beaucoup de questionnements qui existent sur ce point-là. Comment on peut allier les deux sans pour autant, en fait, accuser du retard qui, parfois, sur le long terme, peut avoir un effet, pas négatif, mais un effet sur votre parcours, quoi, de manière générale. Mais je pense que tu pourrais être parmi ces personnes-là, en tout cas, qui aujourd'hui, on peut citer par rapport à cela, et que je pense aussi à tout bas, de plus en plus, il y a ce même modèle qui est reproduit, en tout cas, qui fait que malgré l'âge qu'on a, on arrive à intégrer, et aussi par rapport à notre capacité, parce que l'école coranique aide beaucoup, en tout cas, à Ouais. façonner notre mémoire, et aussi c'est une très bonne introduction. Ce qui fait que par la suite, voilà, vous avez eu peut-être la chance de pouvoir sauter des classes et que d'avoir votre bac avec brio à l'âge de 18 ans ou de 19 ans au maximum. Donc, il n'y a rien en tout cas qui empêche cela, et que c'est tout à fait logique et normal. Donc, Ouais. pour moi, Ouais. y a pas. Et ok. Mm, mm, mm. Pour moi, en tout cas, Ouais. Non, il devait y avoir en tout cas cet effort de mixer en tout cas les deux. C'est ma philosophie, c'est ma pensée, parce que l'école française, c'est une école française. Malheureusement, nous n'avons pas pu le mettre en tout cas en évidence par rapport à notre contexte socio-culturel, ce qui se fait dans certaines villes comme Touba et d'autres, où le passage de l'école coranique, mémoriser le Coran avant d'entrer à l'école française reste en tout cas une priorité pour les parents. Et donc, on arrive aujourd'hui à trouver des internats qui font mix, en tout cas cours arabes ou sciences coraniques ou islamiques, et aussi école française. Et ça marche bien aujourd'hui, en tout cas sur le plan national. Si on regarde les résultats, je pense que le modèle est en train en tout cas de prendre forme, et donc ce qui est à saluer par rapport à d'autres générations qui vont venir et qui vont pouvoir aussi bénéficier de cela. Oui, je suis parfaitement d'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours universitaire et professionnel Alors, bon, jusque-là? peut-être je vais parler du parcours d'une façon globale. Ouais. J'ai eu mon entrée en sixième donc, à Dar Wahab, comme vous le savez, donc c'était un village où il n'y avait pas de collège. Par la suite, donc, je suis allé à Mm, Darou Mousti parce que c'était l'arrondissement de référence, parce que Darou fait partie de la région de Louga, et donc par affectation, donc on devait aller à Darou Mousti à notre époque. Donc c'est à Darou Mousti que j'ai fait de la sixième jusqu'à la terminale. Et donc après mon bac, donc je faisais partie en tout cas des personnes qui ont été sélectionnées pour continuer leurs études à Saint-Louis, à l'université de Gaston Berger. Et donc j'avais choisi de faire deux choses en tout cas, c'est soit faire de la sociologie, et donc ou sinon faire de la philosophie à l'université ouais. Charente Diop, ou sinon mon deuxième choix c'était de faire du droit. Donc c'était soit Ok. sociologie à Ok. l'université de Gaston Berger, ou philosophie à l'université de Dakar, ou sinon de faire du droit. Au vu que cette année, on nous imposait, nous tous, de choisir aussi par défaut l'université de Bombay, bah, j'avais choisi aussi l'université de Bombay, où je pense qu'il y avait une formation de santé communautaire ou Mm, un truc comme ça, que j'avais choisi par défaut parce qu'il fallait en tout cas le choisir. En tout cas, ça a été imposé
par notre surveillant général. Et donc, j'avais choisi ça. Et donc, j'ai été pris à l'université Gaston Berger en sociologie. Et aussi, j'étais pris à l'université Cheikh Anta Diop en droit. Voilà, le parcours. Après, j'ai intégré l'université Gaston Berger. J'ai eu une licence en sociologie du travail et des organisations parce que sur les 2 premières années, donc c'était une formation générale. On voyait donc toute la partie épistémologie, la naissance de la sociologie, les bonnes bases en tout cas théoriques de la sociologie, les évolutions de la sociologie, les méthodologies de recherche quantitatives et qualitatives. Et donc en licence, on devait spécialiser. Donc il y avait sociologie de la famille et de l'éducation, sociologie, travail, organisation et aussi sociologie du développement. Donc moi, j'ai toujours voulu travailler dans le monde de l'entreprise tout en gardant ce côté humain. Donc j'ai choisi de faire sociologie du travail et des organisations. J'ai eu ma licence. Et donc à partir du master 1, en tout cas, j'avais un grand frère, Thierno Mbaye, qui m'avait fortement, en tout cas, encouragé à commencer à regarder, à faire les concours. Malheureusement, le choix que je voulais faire, c'était pas le choix que mon père validait, donc je voulais être douanier. Et Ah ouais. Ah donc ouais. il l'avait pas validé. Bon, je vais pas mettre de commentaires parce qu'en tout cas, il y a des personnes qui ont fait ce choix, des métiers que j'aimais beaucoup au début. Et donc, par ricochet aussi, j'avais un ami qui était ici, donc je salue d'ailleurs Ismaël Diop, qui est le parrain de ma fille, qui était aussi parti, donc on était ensemble à l'université. Ah, Et super. donc, lui, il était parti, et donc il m'avait demandé, il me commençait à me parler, en tout cas, des préinscriptions. Et donc, c'est lui qui s'en est occupé pour moi jusqu'à ce que, juste après mon master, donc l'année de master, j'ai eu une admission. À cette époque, je me rappelle bien, on avait 15 demandes à faire. Apparemment, maintenant, c'est 7. Donc, j'avais Ah, ça a eu changé. 14 acceptations, dont l'université Paris-Sorbonne, où donc j'avais une admission donc, pour entrer en Master 1, toujours pour continuer de faire de la sociologie du travail et des organisations. Donc, moi, à la base, je ne voulais pas aller à la Sorbonne, mais parce que j'avais plus des amis qui étaient dans le sud et qui m'ont parlé, bah, il faut éviter Paris, Paris c'est compliqué. Bon, j'avais fait mon choix Ah à ouais. l'université de Nice. Mon père, comme toujours, donc, m'a toujours guidé, m'a toujours conseillé. Il m'a conseillé d'aller à la Comme Sorbonne. toujours, c'est Comme tous les papas C'est le africains, conducteur c'est le principal à conducteur votre père, quoi. principal à votre quand on père, entre quoi. dans la Sorbonne, donc ça fait Euh, partie des plats qu'il ne faut pas rajouter. Donc j'ai dit OK. Et bon, la solidarité familiale a fait que j'ai pu obtenir mon visa. Contrairement à des personnes qui s'empressaient de venir en France, ben moi je prenais mon temps. Jusqu'au jour où mon père m'appelle pour me dire, bah écoute, mercredi, bon, on était dimanche, il m'a dit mercredi tu pars quoi. Parce que bon, j'étais Ah entre les ouais. mouvements Ah ouais. navétanes, l'ambiance, ainsi de suite, bah, je regardais même pas. J'avais cru que c'était comme le Sénégal. Ah, On dit qu'on a démarré les cours, mais effectivement, les pros ne sont pas là. Donc, moi, je suis arrivé ici début novembre. Hein. Donc, j'avais loupé déjà 2 mois de cours parce qu'ils avaient commencé depuis le 4 septembre. C'était très compliqué à mes débuts ici en France. Du fait que quand tu quittes le Sénégal pour arriver ici, on te dit que bah, tu es plus fort que les Français. Écoute, et toi aussi, tu te dis, bah, écoute, j'ai déjà eu ma maîtrise, je refais la même classe. Effectivement, non. J'arrive ici, je devais reprendre les 2 mois de cours parce que l'université de Sorbonne, si ça n'a pas changé en tout cas, on faisait notre première semaine, c'était avant de partir pour les vacances de Noël. Donc il m'a resté à peu près 45 jours pour finaliser l'ensemble du semestre. Donc j'ai loupé une bonne partie, donc il fallait rattraper.
Ce qui fait qu'il fallait se marier avec la bibliothèque, il fallait aussi retoucher les manches parce que je salue tous mes amis, en tout cas, qui sont ici, que j'ai connus depuis le début, qui restent mon cercle d'amis. On avait ce même objectif de réussir ensemble. Donc, on avait trouvé cette alternative. Au vu que pour le moment, il fallait attendre l'autorisation de l'OFI pour pouvoir prétendre chercher un petit boulot étudiant, ben, on avait un peu de temps libre. Et donc, on allait à la bibliothèque de Beaubourg, que presque l'ensemble des étudiants qui ont fréquenté les universités à Paris connaissent normalement, parce que c'est un lieu où tu trouves l'ensemble de la documentation que tu veux, et aussi qui était ouvert de 9h à 22h. Donc, C'était avant l'avènement de ChatGPT, quoi. effectivement, donc à cette époque, on n'avait pas ChatGPT, donc il fallait parce que aussi, bon, même s'il y avait ChatGPT, je pense que, en tout cas à la Sorbonne, il y avait en tout cas de taux d'autorisation de copier-coller. Donc vraiment, Ok. ça imposait à faire des recherches. C'était pas la même chose que j'ai connu, hein. Je vais dire juste cette petite anecdote. Quand mon professeur, mon encadreur pour mon master 1 m'a demandé de lui fournir en tout cas mes références bibliographiques pour mon sujet de mémoire, je lui ai donné des auteurs de 90, ainsi de suite. Bah, il a déchiré le papier en me disant, bah, écoute, on est en 2012-2013 et tu me parles des auteurs de 90, donc non. Ouais. Donc Ouais, il fallait en tout ouais, cas sur ces thématiques que je travaillais, il fallait chercher les derniers ouvrages, il fallait faire des fiches, ainsi de suite. Donc c'était une année très chargée pour moi. Et que donc, quand je suis arrivé donc, pour l'inscription, la secrétaire m'avait dit, bon, écoute, ce que je te conseille, c'est de valider quelques UV et que l'année prochaine, tu vas reprendre parce qu'en général, les étudiants qui nous viennent d'Afrique redoublent Ah ouais, c'est ce qu'il a dit. leur première année, surtout que toi, tu es arrivé en retard. Attention, j'avais connu en tout cas d'autres anciens qui venaient de l'UGB et qui aujourd'hui ont brillé en tout cas là-bas et que tout le monde parle d'eux jusqu'à aujourd'hui, hein. Donc, mais peut-être pour elle c'était son ressenti, mais ça m'a fait cette piqûre de rappel de pourquoi je suis là. Et donc, j'avais ce défi, à la fois l'investissement que mes parents ont mis sur moi pour que je puisse venir ici, et aussi à la fois ce défi que je devais relever, parce que, comme dit Antoine Saint-Exupéry dans Vol de nuit, ma mère pense que je vole, ma famille pense que je vole, ma femme pense que je vole, si je vole pas, je suis un imbécile. C'était en tout cas cette phrase qui me tournait toujours, je disais souvent que mes amis pensent que je suis là pour étudier, ma famille et tout mon entourage. Donc, si je ne réussis pas, je suis un imbécile. Donc, ça tournait toujours et je continue toujours. En tout cas, cette phrase, je l'ai toujours en tête. Ça m'a bousculé. Bon, j'ai repris une seule matière qui était l'informatique parce que je devais travailler sur R. On devait faire de la programmation pour l'analyse de données. Et que donc, je suis arrivé, donc j'ai juste assisté une seule fois à ce cours-là et que j'avais pas les bonnes bases et c'était hyper compliqué. J'ai repris ça Mm, et Et, par la suite ok. ça s'est bien passé. Mm. ah, Euh, super. Mhm. Ah, super. Mhm. Après, bon, c'était le master. Je devais faire le deuxième semestre et donc j'avais un ami Ibrahim Faï que je salue de passage et Bakary donc était on partageait le même appartement et Ibrahim était là pour nous et donc il m'avait conseillé en tout cas de sélectionner parmi les meilleures universités pour faire mon master 2 parce que ça allait être très déterminant pour pouvoir trouver du travail par la suite. Bon, je regardais en tout cas après Sorbonne, bah, j'ai vu que Dauphine était mieux classé par rapport à ce que je voulais faire. J'avais aussi des doutes sur la sociologie, est-ce que c'était vraiment, même si je connaissais le monde du travail, j'ai toujours écrit, en tout cas mon mémoire, je l'avais écrit en tout cas sur la grande distribution et les politiques de motivation et les transformations qu'il pouvait y avoir dans la stratégie.
ce qui m'a poussé par la suite à candidater pour Dauphine et donc j'ai été sélectionné. On était 14 dans Hmm. notre Master 2, donc j'ai été sélectionné là-bas où je devais faire stratégie et politique d'entreprise. Donc il y avait deux choix, donc c'était stratégie politique publique et stratégie politique d'entreprise. Au vu que je voulais travailler dans le privé, bah, j'ai été sélectionné sur la partie stratégie et politique d'entreprise et donc c'est là où j'ai fait mon Master 2. Voilà, pas en résumé, mais en détail, le parcours que j'ai eu Ouais. Et côté académique. Et le parcours professionnel, Bon, rapidement. pour le Mhm. parcours professionnel, donc j'ai commencé, j'ai fait mon stage hein, donc en étant ce couteau suisse, en faisant du commerce et du recrutement. Par la suite, bon, j'ai intégré la fonction publique une année et par la suite, je suis reparti dans le privé. Jusqu'à ce que je démarre dans le même secteur que toi, dans le secteur industriel, devenu Ouais, business ouais. manager chez Segula. Et donc, je me suis spécialisé sur les métiers de l'énergie, donc tout ce qui est énergie nucléaire, ELN gaz. Et donc, par la suite, donc, par développement, donc, j'ai embrassé l'aéronautique, toute la partie transport, aéronautique, ferroviaire. J'aime pas faire de l'automobile, donc je ne fais pas de l'automobile. Depuis 2019, fin 2019, début 2020, je suis chez Altelios Technologies. Donc, j'ai intégré en tant que business manager, responsable de pôle. Et depuis 2 ans, je suis directeur de pôle. Donc, je gère toute la partie Île-de-France, Normandie, le nord de la France. Et donc, je me prolonge jusqu'à la Belgique. Je dirige en tout cas les deux agences. Donc, voilà le parcours. Donc, l'activité en tant que telle, en description pour peut-être des gens que ça pourrait intéresser dans le futur. Actuellement, plusieurs personnes me sollicitent pour faire du RH. Certes, je le fais parce que pour pouvoir accompagner les sociétés, il faut savoir recruter. Donc, je recrute et je manage des ingénieurs, mais aussi 70% de mon activité, c'est plutôt de faire du commerce et de suivi de projets. Donc, sur des projets dans le domaine de l'oil and gas, sur des projets dans le domaine du nucléaire et dans le domaine de toute la partie aéronautique et ferroviaire. Voilà en résumé mon Ok. parcours Ouais, professionnel. Ok, super, super. J'aimerais parler rapidement de la partie recrutement, travail, et après on peut entrer dans la partie industrielle. Bon, comme vous disiez, hein, vous êtes spécialisé dans dans la sociologie du travail et de l'entreprise. Donc, est-ce que la notion du travail au sens absolu du terme a changé entre-temps, entre le début de votre carrière et maintenant? On sait qu'avec l'événement Covid, maintenant on parle du télétravail, les entreprises sont beaucoup plus open à certaines choses. Donc, est-ce que vous pouvez aborder cet aspect de la notion du travail, ses ramifications, et quels sont aussi les domaines qui sont en vogue en ce moment en termes de recrutement, quoi? Quels sont les profils que les recruteurs cherchent de manière synthétique? Euh, Je vais répondre de façon très Mhm. Mhm. catégorique. Les recruteurs, ils cherchent tous les types de profils. Ouais. Mais je vais te répondre à la fin. Ouais. Alors, le Ouais. travail a toujours évolué. Donc, si on se prolonge, en tout cas dans la sociologie du travail, de l'OSTL, l'Organisation scientifique du travail, jusqu'aux théories de Elton Mayo avec la Western Electric et jusqu'aux analyses stratégiques de Creuset jusqu'à aujourd'hui, le travail n'a pas cessé d'évoluer. Parce que le travail évolue en fonction de l'évolution des modes de vie de la société. Tout à l'heure, tu as parlé du télétravail donc, qui nous est arrivé à partir de 2019, mais on oublie très vite que dans le monde anglo-saxon, donc, il y avait déjà ce qu'on appelle l'entreprise libérée. Donc, si vous allez au Canada ou dans les pays anglo-saxons, ils étaient déjà en avance, en tout cas, et ça faisait partie de leur stratégie de laisser la liberté aux salariés de pouvoir s'organiser comme ils le souhaitent, tout en restant productifs. Donc, c'est une accommodation de dire que le travail n'évolue pas, les coutumes évoluent, les sociétés sont obligées en tout cas de s'adapter par rapport aussi à des politiques d'impression sociale. Aujourd'hui, je pense que tout bon candidat va vous demander est-ce qu'il y a du télétravail. Donc, ce qu'on ne posait pas à nous Ouais. au début de notre carrière et que malgré cela, donc il y a des métiers qui peuvent le favoriser et d'autres non.
Donc, ça a évolué sur cet aspect-là. La digitalisation aussi a beaucoup contribué. Moi, je pose toujours les anciens dans notre métier, comment vous faisiez du temps où il n'y avait pas le téléphone portable. Parce qu'aujourd'hui, imaginez-vous faire une Ouais. prospection avec Ouais. une ligne fixe, appeler tout le temps des clients. Imaginez-vous aller sur la page jaune, parce que jusqu'ici, bon, j'ai touché pas mal d'archives. On a fait ce qu'on appelle des catalogues pour les entreprises, que vous devez acheter les annuaires des entreprises pour pouvoir regarder le nom des sociétés, pour pouvoir appeler tout ça. Donc ça a fortement évolué par rapport à cette technologie, par rapport aussi à notre relation avec le travail. N'oubliez pas que les 35 heures ont été imposées. En France, on travaille beaucoup plus. Là, on travaille 35 heures. Ça évolue. Le monde du travail bouge, change. La législation Mhm. aussi qui l'encadre va forcément bouger et changer. C'est en constante évolution par rapport au marché actuel. Voilà. Par rapport au métier que les gens cherchent aujourd'hui, bah, je vais surfer sur l'actualité. La France aujourd'hui et l'Union européenne ont décidé d'aider l'Ukraine, ce qui fait que l'industrie de l'armement va redémarrer, ce qui fait que l'armement va beaucoup recruter. On parlait tout à l'heure de la digitalisation et qu'on sait bien quand on parle de digitalisation, L'intelligence Intelligence artificielle. voilà, on va artificielle. encore parler de l'intelligence artificielle, ainsi de suite. Donc, ce remplacement de l'homme par la machine learning, ça continue, ça évolue, ça continue, ça évolue. Quand on parle dans le domaine de l'énergie, on parle aujourd'hui des énergies pas propres, on parle d'énergie conventionnelle, on parlait de l'énergie solaire. Total, aujourd'hui, l'été, ils l'ont transformé en Total se transforme. Donc, tous ces L'énergie. secteurs-là Telle énergie. évoluent avec l'évolution des normes. Aujourd'hui, on parle du COP21, on parle de l'évolution, on parle aussi de notre rapport par rapport à l'environnement. La RSE aussi impose les sociétés cette image de marque, ce qu'on appelle cette e-réputation, pousse les sociétés aujourd'hui à se transformer. Et chaque transformation nécessite une surcroît d'activité ou en tout cas une mobilisation de nouvelles ressources. Et à chaque fois qu'il y a une surcroît d'activité ou une mobilisation de nouvelles ressources, effectivement, il y aura forcément du recrutement qui va se faire. Donc, en spécificité, bah, Ouais, ouais. si on parle de la France, Et, certainement l'industrie de l'armement va recruter parce que les carnets de commandes aujourd'hui sont tombés. L'informatique continue encore de recruter. Jusqu'ici, les métiers qu'on avait oubliés, hein, les métiers de toute la partie logistique, ont pris aujourd'hui de la valeur Ouais. comme ouais. l'informatique. Je parle aussi des métiers de la Mm, qualité. Ont tenu Ouais. ouais. beaucoup de valeur. Avant, tu faisais de la qualité, c'était un ancien de la société bah, qui ne peut plus faire certaines Ah tâches qu'on va Ah, affecter ah sur ouais. tâches de qualiticien ouais. et qui va Ouais. gérer cela. Ah Aujourd'hui, ouais. on a des masters en qualité et on a une demande assez forte en qualité. Donc, je pense que vous le sentez vous-même dans les sociétés où vous êtes passé pour savoir que cette évolution existe. Ouais, ouais. Non, je suis parfaitement d'accord. Surtout dans le domaine de QHSE, c'est devenu un domaine essentiel et fondamental quand il s'agit de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, l'impact environnemental, mais aussi la qualité du produit. Alors qu'avant, comme vous disiez, c'était un métier qu'on donnait à la personne la plus ancienne de la boîte, en fait, et c'était considéré comme un métier support, mais maintenant, c'est de plus en plus un métier managérial et de supervision et de surveillance. En tant que recruteur et dénicheur de talents, est-ce que vous avez des red flags ou des green flags que vous pouvez en fait nous partager, vu que notre audience est composée majoritairement de jeunes, souvent qui étudiants ou chercheurs d'emploi ou qui viennent de démarrer leur carrière professionnelle? Est-ce qu'il y a des astuces à prendre en compte quand il s'agit de passer des entretiens ou de faire son CV ou de savoir se vendre, ainsi de suite? Oui, j'en ai fait beaucoup en tout cas de conférences sur le Ouais. sujet et d'échanges. Ouais, Je vais être très rapide ok. dessus. La première des choses, c'est qu'il faut être son CV. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens ils vont aller sur les canevas, sur les sites, ils vont leur demander, surtout l'intelligence artificielle, de leur faire leur CV.
c'est bien beau de mettre tous les mots-clés, mais si vous ne savez pas les expliquer le jour de l'entretien, vous allez être dégoûté parce que on va vous poser des questions dessus et vous ne pouvez pas y répondre. Ouais. Donc ça, c'est une, en tout cas, des préoccupations que de plus en plus, en tout cas, que je note et qu'il faut éviter. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas du tout minorer, quand on vient de débuter notre recherche, de minorer certaines expériences. Comme expérience, vous pouvez mettre toute la partie projet d'études que vous avez réalisé, parce que au-delà de votre stage de fin d'études, ben, vous avez réalisé des projets, mettez-les dans votre CV. Et donc, dernier atout, un entretien, ça se prépare. Donc, chercher du travail, c'est travailler. Donc, les gens, ils ne peuvent pas aujourd'hui passer 7 heures de leur temps dans la journée à faire autre chose et vouloir postuler sur des annonces sur 30 minutes. Sachez une chose, si vous êtes aujourd'hui sur des groupes WhatsApp, quand on écrit et qu'on ne vous cite pas, d'habitude, vous n'allez pas répondre parce que ça parle à tout le monde. Par contre, si on vous cite, normalement, vous allez répondre. La même chose, si vous candidatez sur des offres, personnalisez le maximum pour que, en tout cas, votre CV, votre candidature puisse répondre à la demande. Donc, très souvent, je reçois des mails, c'est les mêmes mails nous tous qu'on reçoit et donc qui aujourd'hui ne donnent pas du sérieux parce que cette personne recopie la même chose. Parfois même, il te transfère le mail sans pour autant envoyer le TR qui veut dire transférer et que tu vas voir que il a vu. Ouais, ouais. Il faut être un peu sérieux quoi, Je suis d'accord. dans la recherche et aussi d'être très persévérant. Il n'y a pas de secret si on s'y met. Quoi. Ok. Et l'autre aspect aussi dans cette partie-là de travail, recrutement et entretien, c'est l'aspect de la personnalité de la personne. Bon, comme vous savez, on est différents. Certaines personnes sont des introvertis, d'autres sont des extravertis, d'autres sont timides, d'autres sont beaucoup plus ouvertes. Donc, est-ce que c'est pertinent de dire que les introvertis sont désavantagés dans les entretiens ou comment en fait vous en tant que recruteur vous faites pour pouvoir différencier la différence entre confiance silencieuse et timidité, la confiance bruyante ou l'arrogance, l'aptitude et l'amalgame, ce genre de dichotomies qui peuvent exister vu qu'on a tous des personnalités différentes? Alors, Qui n'ont rien à voir forcément avec la compétence technique de la personne aussi, quoi. pour moi, en tout cas, en entreprise, c'est 50% savoir-faire, 50% savoir-être. Donc aussi, ça a quelque chose à voir. Vous ne pouvez pas être aujourd'hui un chef de projet, un lead, et vous dire que vous êtes introverti et que vous êtes assez timide. À un moment donné, s'il faut aller au front avec les clients, vous devez être là, vous devez représenter. C'est comme dire que je suis un avocat, mais je suis un peu introverti et je ne sais pas m'exprimer. Non. Par contre, si on est un développeur, si on est un ingénieur en conception mécanique, on est devant notre PC, on va dessiner notre pièce mécanique, ou sinon on va cracher des codes, on peut être introverti selon les métiers qu'on exerce, sans pour autant que ça soit dérangé dans notre parcours professionnel. Tout en sachant qu'aujourd'hui, on va participer à des réunions agiles, on va faire des réunions, on va échanger avec tout le monde et que donc il faut ce minimum en tout cas de communicants entre vous et donc la société où vous êtes. Parce que quand on doit vous intégrer, on va essayer de savoir, on ne va pas mettre le loup avec les agneaux. Donc on va essayer de voir où est-ce qu'on peut vous placer. Est-ce que vous allez être. Donc si vous êtes trop introverti ou extraverti, et ça a un sens par rapport à la personne qui vous embauche. Ça, il faut en tenir compte. Et donc, une personnalité, ça se façonne, ça se travaille. Hein. Donc, moi y compris. Donc, j'ai beaucoup investi, en tout cas, sur ma personnalité pour pouvoir aujourd'hui arriver là où je suis. Donc, que ce soit dans l'articulation, que ce soit aussi cette confiance en soi, cette capacité à communiquer, à savoir Humatan Masatan. Personne ne peut tout faire, mais il faut toujours chercher le juste milieu. Il faut plutôt être dans la moyenne et de travailler dessus. Ça désavantage beaucoup
je peux le dire, hein, ça a des avantages beaucoup. Parce qu'en entretien, si vous êtes assez timide, vous n'allez pas intégrer. Donc, chaque société a une culture d'entreprise, a un dynamisme de groupe, et que vous devez aujourd'hui vous raccrocher dans cette wagon-là pour pouvoir aller avec tout le monde dans cette lancée-là. Et malheureusement, si vous êtes trop sur vous-même, vous vous repliez sur vous-même, vous faites partie d'un seul clan, et ce clan, c'est vous et vous-même, bah, c'est très compliqué pour votre manager de vous intégrer et aussi même de vous faire évoluer sur des postes de prise de responsabilité. Ouais. Voilà. Si vous l'êtes trop aussi, si vous l'êtes trop extra, ça n'a pas de sens parce que vous ne vous maîtrisez pas. Donc, c'est le jauge, c'est comme conduire une voiture, il y a toujours une limitation. Donc, il faut savoir où se situent les limites. Si on est trop timide, c'est où cette limite de timidité par rapport à l'entreprise. Si vous êtes trop extraverti, c'est de trouver aussi cette moyenne-là. Et ça, on peut le faire qu'en travaillant sur nous-mêmes. Voilà. Certes, c'est des choses assez compliquées. Aujourd'hui, on a des concepts qui sont vides de sens. La connaissance en soi, c'est quoi la connaissance en soi, qui sont des questions purement métaphysiques qu'on ne pourrait pas répondre et qu'il n'existe pas aujourd'hui de baromètre pour dire que bah, si vous êtes comme ça, vous êtes dans la moyenne. Moi, je suis contre les notations en fait. De dire qu'à 5 vous êtes bon, à 4 vous êtes mauvais. Je suis contre ça. Mais chacun de nous doit savoir ce qu'on veut parce que quand on est dans le monde de l'entreprise, c'est notre seconde famille. Comme vous dites aussi, faut comprendre que ces attraits, ces attributs, c'est pas des attributs figés. Moi, il y a 10 ans, j'étais la personne la plus timide et introvertie, mais avec le temps, j'ai appris à développer ce côté extraversion et aussi, j'ai fait aussi des clubs de prise de parole en public pour dire que vous n'êtes pas obligé de rester la même personne. Dans la vie aussi, il faut évoluer par rapport à la carrière et au poste qu'on envisage de faire dans l'avenir, quoi. Et c'est un investissement sur soi que personne ne pourra faire à votre place, quoi. Vous allez devoir le faire vous-même, quoi. Je pense parfois les gens, surtout au Sénégal, on a l'habitude de dire que ni le meilleur le biné, voilà, je suis comme ça, alors que je suis pas parfaitement d'accord avec ça, quoi. C'est ça. Bah, ni ñu yàlla bindee, c'est qu'avant, on marchait sur 4 pattes. Mais maintenant, on marche sur nos 2 pattes. Donc, on évolue constamment dans notre physionomie. Ouais, c'est ça, Et quoi. que on n'avait pas de barbe et Non, c'est sûr. Non, c'est on sûr. grandit, on a des barbes. Donc, on se métamorphose physiquement. Donc, notre capacité cognitive aussi doit évoluer par rapport à notre évolution professionnelle. Il y a aussi un aspect culturel parce que, bon, comme vous connaissez au Sénégal, c'est normal quand vous parlez à un aîné ou à une personne plus âgée que vous de baisser les yeux, d'être respectueux et d'avoir ce côté timide-là. Alors que moi, j'ai galéré avec ça parce que, bon, chez les Occidentaux ou les Européens de manière générale, c'est un manque de respect quand vous parlez à quelqu'un et de ne pas le regarder droit dans les yeux, quoi. C'est un manque de confiance, c'est un manque de respect. Donc, avec le temps, j'ai dû en fait m'adapter parce que, bon, quand j'étais au Sénégal, déjà, c'était très difficile d'aller au boulot, de jouer les durs, de regarder les gens droit dans les yeux, de se montrer confiant. Et puis, le soir, tu rentres chez toi, tu vois ta mère, ton père, tu baisses les yeux, tu vois, c'est un peu difficile parfois de faire ces changements de personnalité en fonction Alors, des je situations vais culturellement, citer quoi. un auteur en sociologie que j'aime bien, qui est Goffman, qui dit que la vie, c'est comme une pièce de théâtre, on a des rôles et des fonctions. Donc, si vous êtes en entreprise, vous êtes salarié, donc votre rôle et votre fonction vont changer. Si vous êtes chez vous, vous êtes père de famille. Ici, l'exemple du commissaire de police, bah, au commissariat, il est commissaire de police, il va jouer le rôle de commissaire, il va crier à la maison, c'est un père de famille, c'est un époux, ainsi de suite. Donc, il faut en tout cas travailler dans son environnement. Si vous êtes en France, il y a, comme vous le dites, il y a cet aspect culturel qu'on doit maîtriser. C'est comme demain, vous allez en Casamance, vous allez dans les pays Bassari ou d'autres.
vous allez comprendre qu'on n'a pas ce même mode de vie à Dakar, à Kaolack, comme en Casamance ou d'autres. Donc, c'est savoir s'adapter à son milieu, savoir s'adapter à ses réalités culturelles et autres. Et donc, ça en fait partie de comprendre l'exigence du monde de l'entreprise par rapport à votre vécu. Donc, d'où une bonne intégration en France. C'est-à-dire l'intégration au-delà de l'université doit se faire aussi auprès de vos amis qui vous disent quels sont les codes. Moi, ici, par exemple, pour demander quelle rue, il faut vraiment être HS de batterie pour le demander. Donc, on vous demande d'utiliser votre téléphone pour vous guider, ainsi de suite. Alors que si c'était au Sénégal, xamoo kër diw, xamoo kër ñi sant Sall, ainsi de suite. Et qu'il y aura peut-être... On va mandater un jeune qui va vous accompagner. Ici, non. Vous demandez surtout sur Paris à quelqu'un, la ligne 7, c'est où? Il ne vous calcule même pas. Donc, il faut très vite se réveiller et savoir quelles sont les réalités qu'on a ici en France. Et si on va rester ici, essayer d'épouser ces réalités-là, mais tout en gardant notre identité sénégalaise que nous sommes en fonction des demandes. Donc, nous restons sénégalais, culturellement, d'origine, de confession musulmane, par essence mouride. Donc ça reste. On rentre chez nous, on a envie de manger un tiebdian, on va manger un tiebdian. Être en France ne nous privera pas de manger un bon baralou saloum. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Pour autant aussi, c'est sûr. voilà, c'est la réalité. Aujourd'hui, toi, comme moi et tant d'autres, on siège dans des comités directeurs de nos sociétés. Et, quand on part au village, on n'est même pas admis peut-être à des réunions de famille top secret, tu vois. Donc, c'est sûr. On est au bas de l'échelle à la famille. La famille, c'est l'âge qui prime, quoi. Si t'es jeune, on te calcule même pas. C'est une question de positionnement et de compétences. Voilà. Ouais. Et j'aimerais parler rapidement de la partie industrielle. Bon, comme vous avez dit, vous avez travaillé dans la partie automobile, aéronautique, ferroviaire, énergie conventionnelle, télécom, ainsi de suite. Donc, est-ce que, bon, je voulais choisir les secteurs qui vous intéressent, mais c'est plus pour donner un partage d'expérience à notre audience, c'est pour chaque secteur de dire quels sont les défis rencontrés et comment notre cher Sénégal se porte sur ce secteur-là et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre performance dessus. Et finalement aussi les profils qui sont recherchés d'habitude dans ces secteurs-là, quoi. Surtout pour les gens qui veulent se spécialiser ou qui sont en train de faire leur bac et qui réfléchissent sur ce qu'ils vont faire après, quoi. Bon, moi je suis plus spécialiste de l'énergie, donc c'est le secteur qui me fascine toujours, et aussi toute la partie aéronautique. Si je prends l'exemple de l'énergie, au Sénégal, aujourd'hui, Dieu a fait que nous avions déjà entamé en tout cas une production d'énergie, d'oil and gas, je peux dire. Comme tout pays, hein, donc les pays du Golfe étaient comme nous. C'est un secteur qui est aujourd'hui assez phare, en tout cas dans la vie quotidienne. Toi qui es actuellement chez Total, tu sais très bien que la partie plastique aussi vient de cet hydrocarbure. Ouais, Les polymères, ouais, les composites, ouais, je suis d'accord. Voilà, donc peut-être les gens, quand on parle de l'oil and gas, donc ils pensent que c'est plutôt avoir de l'essence, du carburant. Du gasoil, le bitume est un produit de pétrole, l'asphalte, tout, quoi. Il y a beaucoup de dérivés, ouais. Malheureusement, nos pays, jusqu'ici, en tout cas à ma connaissance, n'ont pas développé ce côté R&D. Quand je parle R&D, donc je parle plutôt de s'inscrire dans des universités d'excellence. Donc l'université DSP est mourant. Les autres entités comme l'UGB qu'on a connu nous sont en train de disparaître, alors que dans les pays qui se respectent, il y a toujours cette école ou ces écoles ou ces universités pilotes
qui vont aujourd'hui forger à former des cadres de demain qui auront des compétences. Le développement ou bien ces découvertes en tout cas de l'énergie au Sénégal devait aujourd'hui se conjoncturer avec une obligation, en tout cas, de transfert de compétences, c'est-à-dire d'imposer aujourd'hui aux contractants de financer les étudiants qui sont les meilleurs dans leur domaine, de les faire former ici dans les meilleures universités et aussi de les imposer à les embaucher par la suite, ne serait-ce qu'ils vont aujourd'hui prendre le relève. Je donne juste un exemple. La France a perdu l'expertise nucléaire d'avant quand il a voulu lancer ce qu'on appelle l'EPR2. Ici, à côté de chez moi, à Cherbourg, ils ont accusé du retard parce qu'il n'y avait pas ce transfert de compétences entre la dernière centrale nucléaire qui a été faite ici en France et l'EPR2 qui devient cette nouvelle technologie. Une grande partie des compétences ont disparu à la retraite, changement d'activité, ce qui fait que quand ils ont voulu lancer l'EPR2, ils n'avaient pas de REX, de base solide pour pouvoir redémarrer. Ça a accusé pas mal de retard, pas mal de perte d'argent. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'on parle du pétrole. Nous n'avons pas aujourd'hui, je pense, des spécialistes assez forts qui sont déjà formés dans les universités sénégalaises et qui aujourd'hui se sont positionnés en tant que bureau d'études, se sont positionnés en tant que des essais, se sont positionnés en tant que des exploitants sur le pétrole ou sinon des superviseurs ou bien des chargés d'affaires. Une grande partie se sont formés sur le tas, certes c'est bien, d'autres se sont formés dans les universités d'ailleurs, ont travaillé ailleurs, et donc ont pu en tout cas rejoindre la marge. Mais le gros défi aujourd'hui, je pense qu'on en avait déjà discuté, ça reste des compétences intellectuelles. Je dis souvent que ce qui fait que nos téléphones sont chers ou les voitures sont chères, c'est plutôt l'intelligence qui l'a fabriquée. Parce que les matières premières, ça ne coûte pas cher. Ça ne représente même pas 30% du prix du téléphone. Mais cette partie R&D, nous n'avons pas ça. En France, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le CIR, le crédit impôt à la recherche, que l'État finance les sociétés qui développent des produits innovants. Malheureusement, nous n'avons pas ça. Ça fait défaut. On a aussi ce système de... J'ai entendu El Hadji Malick Ndiaye une fois invité qui parlait de Capgemini. Mais aujourd'hui, le Sénégal doit nouer des partenariats au-delà du tourisme avec les industries. Je prends des pays comme le Maroc, que j'ai connu, très bien d'ailleurs, parce que j'accompagne beaucoup d'industries françaises qui se sont implantées là-bas en termes de localisation. Les sociétés françaises et d'autres sont fiers d'y aller parce qu'ils ont des universités qui vont former des ingénieurs, des cadres, tout type de profils qui répondent aujourd'hui aux standards des pays développés. Et ce qui fait que cette main-d'œuvre est moins chère, donc on va commencer à exporter une grande partie de notre production là-bas, ce qui fait que... Et surtout dans le secteur automobile. La population va trouver du boulot, on va se former, et aussi toute la masse produite par les universités vont trouver du travail là-bas. Et aussi il y aura de l'économie, parce que derrière ces géants, forcément, on va chercher les petits sous-traitants de gauche à droite qui vont être des Sénégalais, qui vont récupérer des petits marchés, des composants par-ci, par-là, et par la suite, on aura en tout cas une population très compétente par rapport à ces domaines-là. Aujourd'hui, une grande partie des DSI ils sont délocalisés en Inde. Pourtant, les Indiens, ils ne parlent pas trop français. Nous, on parle très bien français, on est à 6 heures de la France. J'ai cité la France parce que c'est là où je suis, peut-être d'autres personnes pourront citer d'autres pays, et que donc une grande partie aussi des composants viennent de la Chine, parce qu'on parle de main-d'œuvre. Nous aussi on a cette main-d'œuvre, sauf que cette main-d'œuvre-là n'est pas qualifiée. N'est pas formée. Moi, en tout cas, en quittant le Sénégal avec une maîtrise, je ne savais rien faire en fait. À vrai dire, c'est ça. Donc, les stages ne sont pas obligatoires. Ici, les stages sont obligatoires pour chaque étape de notre parcours. Ce qui fait que tout ce système-là doit être rebâti et aussi d'intégrer beaucoup plus de professionnels dans les parcours de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les universités en France,
Si vous êtes en licence, à partir de là, vous commencez à avoir des cours avec des professionnels des métiers qui vont venir vous parler des métiers du monde de l'entreprise et ça éveille. Malheureusement, nous n'avons pas ça. Il y a même de l'alternance aussi qui vous professionnalise très tôt, quoi. En 2014, l'État français avait écrit, en tout cas, noir sur blanc, que la fonction publique a une obligation de prendre des alternants, par exemple. Aujourd'hui, je prends juste un exemple. Des gens qui font du droit. On a combien de députés qui ne savent pas interpréter les textes de loi? Aujourd'hui, moi étant à l'université à la Sorbonne, j'avais un camarade de classe qui était un assistant pour un député et c'est le député qui lui payait. Et que son rôle, c'était de lui produire une documentation, de lui permettre de travailler sur les textes de loi, ainsi de suite. Si aujourd'hui on a notre Parlement, on pouvait affecter, chaque parlementaire pourrait prendre un juriste, un sociologue, quelqu'un d'autre. Et juriste, donc, ça va permettre en tout cas à cette personne-là de gagner de l'argent et ces personnes-là qui ont ce privilège-là vont commencer à connaître la réalité du monde du travail. Ne serait-ce que 20 heures par semaine. Et ça permet à se dire, est-ce que c'est le métier? Est-ce que c'est ça le métier? Ainsi de suite. Si on prend l'exemple des hôpitaux, vous faites des ressources humaines, tous les hôpitaux, on a des problèmes de ressources humaines, d'encadrement, de planification, ainsi de suite, ainsi de suite. De roulement, c'est plutôt le chef de poste qui le fait, ou sinon c'est le docteur, ou sinon c'est le médecin-chef. Donc, récupérer des gens qui sont en ressources humaines, des questions de communication, ça pourrait être des leviers qu'on pourrait imposer aujourd'hui, et aussi drastiquement encadrer les formations des écoles privées. Il est plus facile à Dakar de trouver des écoles de formation privée que de trouver un très bon cordonnier. Donc, dans tous les coins, vous avez des écoles de formation et cette libéralisation produit beaucoup d'étudiants, mais beaucoup d'étudiants ou très peu ont des compétences. Je ne les dénigre pas, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Rien qu'aujourd'hui, si vous voyez le nombre de personnes que Campus France accepte par rapport à avant, ça s'explique parce qu'ils savent que la moyenne a baissé, le niveau a nettement baissé. Et même en termes de compétences aussi, parce que au Sénégal, c'est facile de trouver quelqu'un qui a un master, qui ne sait même pas exprimer une bonne phrase et qui n'a aucune compétence technique et pratique sur le terrain, quoi. Et je pense que parfois, c'est ce que je dis aux gens, c'est que votre meilleure chance, c'est d'être tellement bon que personne ne pouvait vous nier votre compétence, quoi. Et en même temps, la moyenne, en tout cas, la normalité, elle est tellement basse que pour se démarquer du lot au Sénégal, c'est facile. Si vous arrivez à bien parler, ne serait-ce que ça, vous avez un avantage concurrentiel énorme par rapport aux autres. C'est ça. Mais cette première génération d'intellectuels, ils avaient aujourd'hui des symboles dans les écoles parce qu'une fois que tu pénétrais le cours de l'école, tu rentrais dans la cour de l'école plutôt, tu devais parler français parce que parler du français, ça s'exerce. On n'est pas comme ça. On parle le Wolof H24 chez nous, donc ce qui fait qu'on peut l'écrire et on ne sait pas le parler. C'est une compétence qui se travaille comme tant d'autres. Ouais. J'ai juste quelques questions personnelles avant qu'on boucle, je ne vais pas vous retenir longtemps. C'est la partie rétrospection et introspection du podcast où on pose des questions plutôt personnelles pour pouvoir permettre aux gens de voir que oui, derrière cette personne qui est compétente, qui a de l'expertise, qui fait de belles choses, qu'on connaît tous des humains et qu'on a tous eu des hauts et des bas et que ça fait partie du parcours d'un combattant, quoi. Donc, est-ce que vous avez connu un échec particulier qui vous a marqué et qu'est-ce que vous avez appris de cet échec? J'ai connu beaucoup d'échecs. Quand j'étais à Dauphine, mon stage, nous, on a eu cette chance, en tout cas, à Dauphine, de pouvoir trouver, en tout cas pour certaines formations, de pouvoir trouver des stages facilement. J'ai été pris par la Banque de France avec un très bon salaire à cette époque, c'était 1300 et quelques en tant que stagiaire, avec une possibilité d'embauche. Vous vous en souvenez, quoi.
Et bah, du coup, bah, écoute, Le chiffre exact, Les quoi. chiffres exacts, oui, quoi. écoute, parce que j'entendais que c'était difficile de trouver un stage et qu'à cette époque, les stages, on était rémunérés à 503 euros et que toi, tu as à peu près plus de 3 fois ça, quoi. Donc, ça te marque, quoi. Et que depuis, c'était très compliqué pour nous de pouvoir le rejeter parce qu'on m'a rejeté tout simplement parce que j'avais pas la nationalité française. Et que, effectivement, si on n'a pas la nationalité française, ben, on ne pourrait pas intégrer la Banque de France. L'autre, c'était aussi dans le domaine public, où j'avais postulé pour un poste de chef de service et que malheureusement, je ne pourrais pas continuer parce que aussi j'avais un titre de séjour. Et ces échecs-là m'ont appris à dire, écoutez, c'était pas là où je devais être, je vais continuer à me battre, je vais rien dire, je ne fais que bosser et j'ai bossé à ce jour-là pour arriver là. Donc ça, c'est ce que j'appelle des échecs, mais c'est des échecs qui sont externes, ça peut arriver, c'est tout à fait normal. Au Sénégal, il y a des métiers qui sont spécifiques aux nationaux. Donc, moi, je ne faisais pas partie de ces lots-là et que je ne pourrais pas être admis en tant que personne dans ce lot-là. Et là où je suis assez fier de là où je suis. Mais je ne me suis pas arrêté en disant non, c'est mort. Mais ça fait chaud. Quand on cherche un stage, on trouve un bon stage avec une bonne rémunération et que on nous dit khara, quoi. On nous fera et c'est compliqué. Mais bon, après, un mois après, j'ai trouvé un autre stage, quoi. Et ce qui était arrangeant, c'est qu'une autre personne de ma classe a été pris. Et aujourd'hui, Ah aujourd'hui, ouais, il est là-bas. Bon, c'était ok. son destin. Oui, chacun son destin, ouais. Ouais, je suis d'accord. Et une autre question, c'est est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous pose pas assez et que vous aimeriez qu'on vous la pose Moi, on souvent? me pose toutes les questions. Non, on me Ah, pose toutes les questions. Bon, après, je sais pas. Je pense Ok. que... Je vois... En tout cas, En sur tout le cas, sur le podcast, podcast, quand je pose cette question, la réponse qui vient souvent, c'est comment allez-vous, quoi, du genre, comment allez-vous pour de vrai, quoi, tu vois, parce qu'on est tellement euh, tiraillé par la réalité de la vie que parfois on a juste on a besoin que quelqu'un prenne le temps et nous demander et carrément et vraiment le signifier, quoi, comment allez-vous, Pour les quoi, célibataires, hein? oui, mais moi, je suis marié, donc je vis avec ma femme. Et ah que... ouais, Ouais, super. ouais, je suis Si j'ai des d'accord. enfants aussi, je Super, ouais, pense C'est c'est que... pas, vrai. ouais, vous n'êtes pas comme les célibataires comme moi, là. C'est vrai que, ouais, c'est pas la même chose. Et j'ai aussi... Nous, on est dans notre... Nous, on est dans notre misère et vous, vous êtes dans votre bonheur. Non, C'est mais différent. j'ai aussi vraiment des amis qui sont formidables, ma famille assez formidable, et que donc, voilà, les gens, ils prennent les nouvelles. Donc, oui, Ah, je suis super. bien entouré. Ok. Ok, super. Bonne nouvelle. Alors, je suis content pour vous. Est-ce il y a des personnes ou des livres qui vous ont marqué que vous pourriez recommander à notre audience? Des personnes qui m'ont marqué, bien sûr, mon père, mais je ne peux pas vous le recommander. Allah Rahman, donc il est décédé. Mais oui, par rapport à des Ah. livres, oui, j'ai lu à peu près très souvent, pour ne pas dire beaucoup. Surtout, je lis plutôt des livres qui sont liés avec la psychologie humaine, le pouvoir de négocier. Ça fait partie des livres qui m'ont beaucoup marqué, que je lis toujours d'ailleurs. Euh, les jeux de pouvoir aussi en entreprise, ça me marque beaucoup. Euh, le pouvoir de convaincre aussi sans avoir raison, j'oublie un peu son nom, je l'ai. C'est Alexandre Korkif, je pense. Il faisait des interviews sur le quotidien. Lui aussi, Ok. son livre, ça m'a beaucoup marqué. Mais j'ai plutôt des orientations plutôt psychologiques en tout cas. Peut-être c'est parce que
j'accusais des formations de la sociologie, de vouloir toujours comprendre les êtres humains, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les avance, mais voilà, c'est plutôt ça, et qu'aussi ça facilite. Vous êtes plutôt du côté de Freud ou du côté de Jung, de Carl Jung? Non, je suis plutôt Freud dans ma façon de penser. Ça, j'avoue. Je suis plutôt du côté de Freud, en termes de philosophie. Par contre, en termes de vie, d'expérience professionnelle, c'est pas lui qui m'inspire le plus. Parce qu'il y a une grande différence entre l'épistémologie de la science philosophique et vivre une philosophie quotidienne. Donc, la philosophie quotidienne que je vis au quotidien, c'est tiré du baïfalisme, quoi. Donc, c'est hybride au quotidien sur tous les plans. Donc, par contre, pour la connaissance livresque, épistémologique, philosophique, oui, je suis plutôt Freud. Et dernière question, c'est quelle influence aimeriez-vous laisser dans ce monde? D'être un humain. D'être quoi? Un être humain. Développe, je pense qu'il y a quelque chose derrière, quoi. C'est plus profond que les Oui, termes. je pense que la transformation fait que nous nous transformons, nous perdons cet aspect humain. Je vois aujourd'hui de plus en plus l'être humain, il perd son essence, qui n'est d'autre que d'être le remède de l'homme. On le perd de plus en plus. On est plutôt devenus des loups entre nous. Pour exister, on pense qu'il faut s'écraser pour exister. Alors que la vie, c'est comme les fonds des océans. Donc, chaque poisson va se nourrir malgré sa petite taille ou sa grande taille. Donc, d'être humain, c'est d'aimer et de se sentir aimé. Respecter et de respecter tout le monde. Donc, c'est la philosophie que j'aimerais bien, en tout cas, laisser, tout en gardant aussi cet aspect animal, toujours dans l'humain, où je te donne le respect que tu mérites et que donc, j'existe pas, mais en tout cas, je demande à ce qu'on me donne le respect que je mérite. En tout cas, merci beaucoup. Franchement, j'ai beaucoup apprécié notre échange. J'ai beaucoup appris de cet épisode et j'ai hâte de le partager avec nos auditeurs et spectateurs. Je ne sais pas si on a tout abordé ou si vous avez d'autres choses aussi que vous aimeriez qu'on discute ou un dernier mot comme vous voulez. Bah, merci à toi. C'est vrai qu'on s'est connus via ta famille, que je salue de passage, Ouais, la famille. qui reste Ouais, des la famille. salines, et aussi amis Ouais, et les ouais, autres. les vrais Ouais, salades. ouais, les vrais salades. C'est pas la famille Macky Sall, là, c'est différent. Nous, on est les vrais salades, quoi. Et donc j'apprécie beaucoup. Certes, mon agenda est un peu très compliqué, mais ça fait partie aussi des choses que je me dis qu'on doit partager notre expérience. Si ça influe pas, ça doit faire éviter certaines erreurs, et que j'espère que les deux versants vont se retrouver, soit ça influe quelqu'un ou ça le permet d'éviter des choses que j'ai commises et qui ne sont pas à faire. Je remercie mes parents, je remercie énormément toute ma famille, ici en France, mes amis qui m'ont beaucoup aidé, parce que sans eux, j'aurais rien devenu. On est resté cette famille du début jusqu'à la fin, et donc on le restera pour toujours. Et je remercie en tout cas toute personne que j'ai pu croiser en France qui a plus ou moins m'ont servi quelque chose. Voilà les mots que je voulais dire, et donc j'espère que ce mois béni, tout ce que nous avons accompli sera accepté, et que donc Dieu nous donne la force de le finir et de pouvoir aussi le répéter aussi longtemps que possible. Ouais, bien dit. Pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, comment ils pourront entrer en contact avec vous? Je mettrai, est-ce que je pourrais mettre le lien de votre LinkedIn sur les show notes qu'on a, dans les show notes qu'on Non, a non, il n'y a ou- pas de souci. Je suis très réactif sur LinkedIn. Je pense que c'est le plus bon moyen pour me contacter. Ok, super. On fait comme ça. Merci beaucoup, Abdou. C'est gentil. C'était un grand plaisir. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.